Bonjour et bienvenue donc à cette petite chronique que je fais de temps en temps là, sur les neurosciences et l'intuition, dans lequel j'aborde divers sujets dans lesquels j'adopte évidemment la position un peu de la neuroscience, sans prétention bien sûr, parce que je ne suis pas un neuroscientifique, mais dans lequel j'essaie d'amener justement des réflexions sur le développement du cerveau, le développement de l'intuition et un thème qui est aujourd'hui la créativité. Alors donc, mon nom est Sylvain Bélanger. Ça fait donc plus de 30 ans que je fais des pratiques intuitives, donc des lectures intuitives sur des personnes qui ont des problèmes de santé ou des problèmes de différents ordres que j'essaie d'élucider par le biais de la lecture intuitive que je fais de leur champ d'énergie. Et également, j'enseigne depuis plus de 25 ans, donc comment développer ces habiletés-là, puis arriver donc à les appliquer sur soi, mais les appliquer également sur un partenaire. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous parler peut-être un petit peu de l'intuition et de la façon qu'on peut aborder donc la créativité et évidemment avec la lumière donc des neurosciences. Donc, en printemps, j'ai donc pas fait une étude exhaustive sur ce qui se passe au niveau de la créativité par rapport aux neurosciences, mais qu'est-ce qui ressort clairement, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de schème de comportement. On ne peut pas dire que c'est des ondes cérébrales qui vont favoriser la créativité. On ne peut pas dire que d'une façon systématique, on va constater qu'il y a une complexité dans le processus créateur qui fait qu'il y a plusieurs régions du cerveau qui sont impliquées dans le développement de la créativité. Donc, je ne me lancerai pas dans le détail de tout ça, parce que quelque part, il n'y a pas d'image claire non plus qui ressort présentement des recherches scientifiques concernant ça. Et aussi parce que c'est quand même intéressant de comprendre évidemment que la créativité, quelque part, c'est pas quelque chose tu sais, c'est pas, on peut pas dire, ben voilà, je vais développer ma créativité en développant certaines zones cérébrales. Bien sûr que certaines zones cérébrales vont favoriser des expansions de conscience, ou en tout cas une façon d'aborder notre réalité qui va peut-être nous amener justement à développer ce sens créateur-là. Et j'ai choisi plutôt de vous présenter un petit modèle, le modèle de Graham Wallace, qui a fait donc qui a présenté en quelque sorte le processus créatif. Il a décomposé le processus créatif en 4 étapes que je vais regarder avec vous. Ça provient donc de la revue Science et Cerveau, qui est une petite revue que moi j'aime bien. En fait, j'ai Science et Cerveau, mais j'ai également plusieurs autres revues qui tournent autour du même sujet, qui est toujours faite par la même compagnie en France et qui aborde donc les neurosciences, mais également aussi les phénomènes quantiques, les neurosciences, la conscience, tout ce qui est assez moderne aussi par rapport à ce qu'on peut appeler les neurosciences, qui tiennent compte justement de, peut-être pas de l'ésotérisme, mais en tous les cas des modèles un petit peu plus ouverts vers l'ésotérisme. Alors, je pourrais éventuellement vous reparler de cette revue-là, parce que Science et Cerveau, c'est tout récent que ça vient de sortir, cette revue-là. Euh, mais également, ils ont d'autres revues également qui ont d'autres titres et qui ont des thèmes peut-être encore plus proches, quelque part, de ce qu'on peut appeler l'intuition. Mais je vais vous en reparler éventuellement. Si ça vous intéresse, vous pourrez donc découvrir ces revues-là. Donc, ce que j'avais envie de vous dire concernant ça, c'est que finalement, c'est comme l'intuition. On a souvent tendance à penser que l'intuition, c'est quelque chose qui va se développer soit par la méditation, soit parce on est mort pendant un certain temps, puis qu'on est revenu à la vie, puis que finalement, suite à ça, il y a comme des phénomènes qui sont ouverts à nous, etc. C'est un peu comme si on avait une forme de pensée magique autour de l'intuition. Et on pourrait dire ça comme ceci, que face à la créativité, on a un peu cette même relation-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces phénomènes-là arrivent subitement sans qu'on ait eu aucun contrôle dessus. Alors, c'est certain qu'après plusieurs années de pratique intuitive, quand j'ai commencé, moi, ma démarche intuitive, quand j'ai commencé à découvrir que j'étais intuitif, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'avais peut-être des conditions favorables pour le devenir, sauf que j'ai constaté que quand j'ai bénéficié d'un enseignement et que j'ai découvert une méthode, j'ai pu donc, en ce moment-là, évidemment, comprendre qu'il était possible de développer l'habileté intuitive et de l'augmenter, tout comme le processus créateur. Et c'est pour ça que je vais prendre le temps donc de présenter chacune des étapes que je vais commenter également en même temps. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle la préparation. Alors, c'est intéressant la préparation parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je veux être un individu créateur, ça veut donc dire que j'ai à prendre le temps de regarder à quelque part une situation de vie qui se trouve devant moi et de chercher donc à tenter de résoudre cette problématique-là en prenant le temps de réfléchir sur elle.
Donc, c'est pas un phénomène créateur qui va se faire un peu comme au hasard, en se disant, ben voilà, j'ai eu une inspiration ce matin, etc. Ça peut arriver comme ça, la créativité, bien sûr, hein. Mais si on veut favoriser la créativité, tout comme quand on veut favoriser le développement de l'intuition, on doit comprendre comment ça fonctionne et on doit comprendre justement qu'il y a donc des étapes qu'on doit respecter et que si on prend le temps de respecter ces méthodes-là, ben, on risque effectivement de favoriser le développement de la créativité. Donc, la préparation, ça implique évidemment qu'on prenne le temps d'observer un problème et de faire une recherche d'informations, un apprentissage, une concentration sur le problème pour être capable d'arriver à définir à quelque part que la situation, elle est de tel ordre, etc. Puis on prend le temps de l'étudier pour arriver donc à en cerner véritablement le problème, puis aussi évidemment les limitations, etc., qui font quelque part que c'est devenu un problème pour nous. Et ensuite, bien évidemment, il y a une deuxième phase qu'on appelle l'incubation, qui est une phase évidemment où on prend un petit peu comme une genre de pause, hein, pour permettre au problème, hein, c'est comme ça, on laissait mijoter ce qu'on a fait comme recherche, et en le laissant mijoter, ben c'est là évidemment qu'il peut y avoir donc, comme ce qu'on appelle l'incubation, c'est-à-dire un genre de processus de maturation qui fait que les informations qu'on a été captées vont nous permettre justement de pouvoir faire émerger une réponse. OK? On pourrait voir ça comme ceci, qui va prendre doucement, qui va émerger en nous. Ce qui est intéressant dans cette processus d'incubation-là, évidemment, c'est une pause. Donc, effectivement, il y a comme donc la préparation, c'est l'exploration du problème pour en comprendre tous les aspects et toutes les fonctions. Puis après ça, cette incubation-là, bien évidemment, c'est une phase donc de réflexion. En fin de compte, on laisse les choses se déposer en soi pour nous amener vers une troisième étape qui va finalement correspondre à cette espèce de révélation. La révélation, elle se fait justement à travers, après le travail de maturation, bien, il y a une forme d'élimination qui va en résulter. Je vous donne un exemple de ça. Je prends le temps d'étudier un problème, de prendre le temps de tous les aspects de ce problème-là. Je vais prendre une promenade. Je vais me prendre une promenade, par exemple, d'une heure de marche, pour donner un exemple, où je ne suis pas trop en réflexion par rapport à ça, mais je laisse simplement me laisser imprégné par la promenade que je fais. Et quand je reviens, ben à ce moment-là, j'ai l'illumination. Alors, c'est un processus assez court, hein, ça peut être plus long, mais je vous donne cet exemple-là pour vous faire comprendre justement que c'est souvent comme ça qu'on peut arriver donc à favoriser la créativité. J'ajouterais bien sûr qu'on peut augmenter notre habileté à cette élimination-là si on prend le temps justement de faire un travail d'introspection, c'est-à-dire que je fais la préparation, je prends le temps de faire cette fameuse incubation et après ça, je pourrais également augmenter cette habileté à porter une attention différente sur le problème que je regarde en acceptant l'idée que je ferme les yeux et que j'ai déposé ma conscience à l'intérieur de moi pour aller justement regarder cette problématique-là que j'ai étudiée, que j'ai pris le temps d'explorer, pour laisser émerger justement des nouvelles façons de regarder le problème, des nouvelles façons de le concevoir. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre la porte évidemment à ce qu'on comprend de plus en plus des neurosciences et de la physique quantique aussi. C'est-à-dire qu'on comprend que l'observateur change la réalité. Et selon que moi, je regarde ma réalité avec des œillères complètement fermées, et selon que je regarde ma réalité avec différents points de vue de cette même réalité-là, inévitablement, qu'en regardant le point de vue de diverses façons de mon problème, je risque d'enrichir ma compréhension de mon problème et de voir d'autres avenues que celles que je n'avais pas vues au départ, qui veut donc dire quelque part que je vais augmenter les chances de pouvoir faire face à une situation avec justement plus de sagesse, plus d'intelligence et surtout plus de créativité, puisque je vais donc adopter différents points de vue qui vont m'amener justement à enrichir ma compréhension de la situation et qui vont me permettre donc à cette fameuse illumination. Et cette illumination, évidemment, est-ce qu'elle est juste à chaque fois? Pas nécessairement. L'illumination, c'est simplement une, un éveil qu'on en soit qui nous amène à dire, ah mais tiens, j'avais un problème et là, je comprends quelque part, j'ai accès à de l'information que je n'avais pas accès au départ et qui me permet d'envisager une solution. Alors, la quatrième étape, ça va être finalement la vérification qui va, elle, va nous permettre justement de pouvoir travailler à mettre en application justement cette illumination-là, à voir de quelle façon que cette illumination-là, quand je prends le temps de la mettre au concret, dans le tangible, dans la réalité, que je la peaufine, est-ce que c'est possible évidemment d'arriver à solutionner, d'appliquer quelque part cette idée-là que j'avais pour arriver donc à ouvrir ma conscience à de nouvelles solutions et à constater que cette illumination que j'ai eue, elle effectivement avait une certaine justesse.
Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Ces quatre étapes-là, finalement, qui vont nous permettre de parvenir donc à développer une vision plus large face à une situation. Et comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, cette façon d'aborder la réalité, elle peut se faire d'une façon toute simple en disant, ben voilà, j'ai un problème, je prends le temps d'analyser toute la situation, d'adopter différents points de vue, je prends le temps de pause, par exemple, je vais me promener, prendre une petite promenade et je laisse à quelque part le processus maturer, puis à un moment donné, il y a une idée qui va émerger, mais aussi, comme je le disais également, on peut prendre le temps aussi de faire une genre de méditation. Par exemple, la cohérence cardiaque favorise au niveau de notre cœur une flexibilité du cœur. Donc, si je favorise la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de respirer 5 secondes en inspire et 5 secondes en expire, pendant, par exemple, 5 minutes, je vais permettre à mon cœur de développer une forme de flexibilité plus importante qui va finalement me permettre entre le cœur et le cerveau de favoriser une communication plus harmonieuse, plus flexible, moins reliée à mon passé, moins reliée à mon futur, mais plus reliée à mon présent. Et après, et ça peut favoriser aussi, évidemment, ce processus créateur-là. La méditation, bien sûr, va également permettre aussi de développer une compréhension nouvelle. Toute la démarche intuitive que j'enseigne, évidemment, va nous permettre aussi d'aborder la réalité différemment, puisque l'intuition, évidemment, c'est un processus où on ferme les yeux puis on va porter notre conscience à l'intérieur de soi. Donc, on peut donc développer un processus de cet ordre-là pour porter attention vers une problématique sur laquelle on veut trouver une solution. Et on peut donc interagir avec notre corps pour questionner celui-ci, pour que notre corps puisse nous donner des réponses qui vont nous permettre donc d'envisager notre problématique d'une façon différente que celle qu'on avait pu entrevoir auparavant. Donc, l'intuition peut être également une façon de nous donner accès à de nouvelles façons de concevoir la réalité. Maintenant, ce que j'avais envie aussi de dire par rapport à la créativité, qui est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, moi, de Krishnamurti. Ceux qui ne le connaissent pas auraient peut-être intérêt à le lire, là. Ça s'appelle Se libérer du connu. Et ce livre-là, finalement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un livre assez accessible, malgré que Krishnamurti était bon, c'est un philosophe, hein, c'est comme des écrits philosophiques qu'il racontait, mais dans ce livre-là, c'est assez facile de comprendre que ce qu'il nous raconte dans ce livre-là, c'est vraiment la simplicité de comment notre fonctionnement, comment notre cerveau fonctionne finalement. Ce qu'il nous raconte très clairement dans ce livre-là, c'est que le cerveau n'aime pas l'inconnu. Alors, dès que l'inconnu se présente à lui, le cerveau essaye de créer à quelque part une organisation dans laquelle il y a une certaine logique et un certain couloir d'information qui va être mis en place, qui va finalement empêcher ce processus créateur de prendre forme. Et dans ce sens-là, bien évidemment, quand on regarde la société comme elle fonctionne, plus que jamais aujourd'hui, hein, dans la période actuellement dans laquelle on se trouve, on peut concevoir vraiment que cette relation avec la créativité est de moins en moins confortable pour notre conscience humaine. On pourrait se poser des questions pourquoi, hein, bien sûr, mais la chose essentielle là-dedans, c'est de constater que dès qu'on dit à quelqu'un qui est un conspirationniste, par exemple, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un finalement qui n'a pas, c'est comme ça on dit à l'être humain, tu n'as pas le droit de réfléchir, tu n'as pas le droit de te poser des questions, tu n'as pas le droit de remettre en question ce qui est dit, parce que quelque part, le processus créateur qui t'anime est un processus dangereux dans lequel on ne te donne pas le droit d'accéder à ça, parce que quelque part, tu remets en question quelque chose qui est une vérité. Et c'est là on doit comprendre quelque chose au niveau de notre cerveau, c'est que le cerveau, pour être capable justement de développer des réseaux neuronaux, de développer une plasticité cérébrale, hein, c'est-à-dire que le cerveau soit capable de s'adapter, de développer une conscience supérieure, mais il lui faut finalement accéder à ce qu'on appelle la créativité. Et cette créativité, elle repose sur quoi? Ben, elle repose sur le questionnement, sur l'interrogation, sur la remise en question. Le cerveau ne repose pas sur des principes préétablis qui disent, ben voilà, la vérité est la suivante, et tout le monde doit être d'accord sur cette vérité-là, il n'y a personne qui doit la contester. C'est pas possible. C'est pas possible en tant que, quand on pense au développement de notre cerveau, de reconnaître que ce cerveau-là peut se développer avec une mentalité comme celle-là. Donc, une mentalité sociale, c'est-à-dire que c'est un peu comme la collectivité qui pourrait dire à des gens, ben voilà, tu n'as pas le droit d'être créatif, parce que créatif, ça veut dire que tu pourrais donc te poser des questions sur une réalité qui t'est proposée et tu pourrais proposer d'autres solutions que celles qui sont proposées d'une façon que la société pourrait proposer.
Alors, c'est là, quelque part, que moi, je questionne par rapport à à la compréhension des neurosciences, hein, c'est-à-dire que le cerveau est dans un développement, on cherche à développer le cerveau pour que l'être humain devienne de plus en plus capable de se rendre conscient qu'il est à quelque part animé par une forme pour moi, une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui l'anime. Et cette sagesse, cette intelligence-là n'est pas simplement, on n'est pas des robots, on n'est pas quelqu'un qu'on doit dire, ben voilà, tu dois penser comme ceci, parce que sinon, si tu ne penses pas comme ceci, tu n'es pas correct. On doit reconnaître effectivement que le cerveau est là pour nous aider à développer un regard sur la réalité. Et ce regard sur la réalité, ben, c'est l'enrichissement de tous les êtres humains sur Terre qui vont faire que ce regard-là va prendre une couleur qui va être de plus en plus évolutive. Si on commence à dire aux êtres humains ce qu'ils doivent penser, on n'est plus du tout créatif. L'être humain devient de plus en plus passif dans sa capacité à regarder la réalité et il devient de plus en plus limité dans son développement renal, dans ce développement des réseaux neuronaux, justement du cerveau. Il devient de plus en plus figé dans son développement de sa plasticité cérébrale aussi. Il devient de moins en moins capable, justement, de pouvoir comme développer une conscience supérieure. Pour moi, la conscience supérieure, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est évidemment cette capacité que l'être humain a de développer une position d'ouverture. Hein, l'ouverture, c'est quoi? C'est la flexibilité du cœur, pour commencer. C'est la capacité de permettre au cœur et au cerveau de créer des réseaux d'informations qui sont de plus en plus fluides et harmonieux. On a constaté que quand c'est comme ça qu'un être humain est, ben c'est un être créatif, c'est un être qui a de la compassion, c'est un être qui a une volonté de collaboration, c'est un être, quelque part, qui a donc une pensée communautaire et dans lequel, évidemment, il n'y a pas cette espèce de relation d'autorité qui se manifeste entre les êtres humains. Donc, on comprend évidemment que actuellement, c'est intéressant de constater qu'il y a une grosse tendance actuellement à vouloir imposer nos idées, hein, parce que tout le thème, la conspirationniste, entre autres, hein, est un thème qui veut rien dire quand on y pense, mais on peut facilement étiqueter quelqu'un de ça. Et on doit comprendre que de notre développement de notre cerveau, cette façon de fonctionner est une façon qui nous ramène justement à ce livre de Krishnamurti, hein, qui disait se libérer du connu. C'est que si on veut se libérer du connu, on est obligé, à quelque part, de devenir conspirationniste parce que la conspiration nous permet simplement de remettre en question cette idée du connu pour accéder à quelque chose qui nous libère de ce connu-là. Parce qu'il faut bien comprendre que le connu, c'est notre passé. Et l'être humain jusqu'à maintenant, si on continue en tenant compte de ce passé-là, puis en le remettant devant nous vers le futur, ben, on se dirige vers quoi? Ben, on se dirige exactement sur ce que tous les grands thèmes dont il est question actuellement. On se dirige vers une planète Terre qui n'est pas en bonne condition, qu'on maltraite en tant qu'humanité. On maltraite l'être humain aussi en tant que collectivité humaine. On n'est pas gentils les uns avec les autres. Et tout ça. Alors, donc, tous les phénomènes de pollution, bon, tous ces trucs-là, quelque part, qui sont des reflets simplement de ce passé-là dans lequel on a mal géré. Donc, si on veut construire un futur supérieur, un futur meilleur, on est obligé donc de faire appel à la créativité et on est obligé de faire appel justement à l'intuition. On est obligé à quelque part de reconnaître effectivement que la réalité que l'on crée, c'est une réalité quelque part qui est reliée à notre cerveau, qui lui, s'il s'ouvre pas à des réalités supérieures, ben, il ne fait que reproduire des réalités qui sont finalement celles du passé. Donc on remène encore là au passé. Le passé redevient quelque part actuel parce qu'on le crée, on le recrée, on le recrée. Alors, je pense que c'est une question intéressante de se poser, bien, de quelle façon que moi, en tant qu'être humain, je peux développer cette relation créative dans ma propre réalité et de quelle façon que je peux envisager que cette créativité-là, elle peut donc aussi m'aider à avoir une vision différente de mon regard sur la collectivité pour être capable justement d'envisager un monde meilleur. Hein, il y a souvent, ça a souvent été dit, ça je pense, que vous l'avez souvent déjà entendu, que dans la tradition chamanique, hein, certains chamanismes, certaines écoles de chamanisme, certaines traditions chamaniques racontent souvent que la réalité, quelque part, ben, finalement, on est tous dans un rêve en tant qu'être humain et en tant que collectivité humaine. Et ce rêve-là, quelque part, soit qu'on le fige, un figeant, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire simplement qu'on est prisonnier à quelque part de ce rêve-là, et le rêve, à quelque part, s'impose à nous sans que nous-mêmes, on ait l'opportunité d'influencer ce rêve-là. Et l'autre option, c'est de se dire, ben non, moi je suis participant au rêve. Donc, comme je suis participant au rêve, si le rêve m'amène dans une direction que je n'aime pas, ben je peux donc contribuer en donnant à ce rêve-là m'investir dans ce rêve-là pour permettre à ce rêve-là de se transformer. Ça veut donc dire que chacun d'entre nous, nous avons la capacité de rêver.
Rêver, ça veut dire quoi? Ça veut dire de reconnaître que dans le dedans de moi, j'ai une perception d'une réalité qui est la mienne, et cette réalité-là, ben, elle me fait grandir, puis elle fait grandir l'humanité ou les gens qui sont autour de moi. Ça veut donc dire que si chacun d'entre nous se mettons à rêver en ce monde meilleur-là, ben, quelque part, on est capable de commencer à s'ouvrir en tant que collectivité à un monde meilleur, à quelque chose qui ne soit pas ce qui a été passé, mais quelque chose qui pourrait justement correspondre à quelque chose de meilleur, quelque chose de plus élevé, de plus expansif. Et je pense que c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui comme réflexion. Alors évidemment, c'est des commentaires, ben, faites-le moi savoir, ça va me faire plaisir de pouvoir de vous répondre à tout ça. Et évidemment, comme je vous disais, ben, si vous avez envie de lire un petit article sur la créativité qui vous permettra peut-être de mieux d'aller un peu plus loin, ben, c'est Science et cerveau. C'était le thème créativité décryptée par les neurosciences. C'est une petite revue qui est plutôt sympathique et comme je vous dis, je reviendrai sur d'autres revues dans le même ordre d'idées qui peuvent être intéressants pour ceux qui s'intéressent aux neurosciences et qui ont envie de lire des trucs assez accessibles comme cette revue-là qui est quand même assez intéressante et accessible pour tous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.